Un nouveau cargo sauvé par la marine italienne. Le navire immatriculé en Sierra Leone dérivait en panne, abandonné par l'équipage. Le bateau transportait quelques 450 migrants. Cette nouvelle affaire intervient 2 jours après celle d'une autre embarcation transportant 800 clandestins. De nouveaux corps retrouvés en mer de Java. 30 dépouilles ont été repêchées après le crash du vol d'Air Asia. Les recherches interrompues pour cause de mauvais temps doivent se concentrer maintenant sur la recherche de l'épave et des boîtes noires. Les enquêteurs du BEA sont sur place avec eux d'importants moyens logistiques. Et puis cette marche arrière de la justice kenyane en matière de sécurité, la Haute Cour a suspendu des articles clés de la nouvelle loi antiterroriste. Le texte très controversé constituait un risque pour les droits de l'homme. Il permettait notamment de prolonger la période de garde à vue et faciliter les écoutes téléphoniques. Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, tout d'abord l'affaire dite des bébés, de nouveau à la une au Niger. 8 mois après le déclenchement du scandale, le procès s'est ouvert aujourd'hui et a immédiatement été renvoyé au 15 janvier pour des questions de procédure. Une vingtaine de personnes au total sont appelées à comparaître à Niamey. Parmi elles, l'ex-président du Parlement, justement absent puisque en fuite, exilé en France. Francis Laloupeau, bonjour. Vous êtes journaliste à Africa numéro 1, professeur en relations internationales à l'Institut pratique du journalisme. À Niamey, on dit aujourd'hui que c'est le procès de l'année qui s'est ouvert aujourd'hui. Revenons peut-être tout d'abord sur cette affaire. Qu'est-ce qu'on a de concret dans le dossier? C'est le procès de l'année, effectivement, pour les Nigériens, puisque c'est un procès qui, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif des Nigériens, oppose d'un côté celui qui est maintenant l'ancien président de l'Assemblée nationale et de l'autre côté le président en exercice, Mahamadou Issoufou, qui sont, il faut le rappeler, deux anciens rivaux. Hein. Ce sont des gens dont l'affrontement... ils ont fait alliance, après ils sont devenus rivaux. D'abord, leur affrontement a marqué la vie politique du Niger pendant plusieurs années. Ensuite, il y a eu une alliance de circonstances en 2011, pour ensuite donc, cette rupture en 2013, qui aujourd'hui donc fait des deux hommes, deux opposants, si je puis dire. Donc, il y a cette affaire qui est considérée par le pouvoir comme une affaire strictement judiciaire et considérée par Mahamadou, ancien président de l'Assemblée nationale, comme une forme d'acharnement politique. Cela étant, Mahamadou n'est pas le seul homme, la seule personne aujourd'hui concernée par cette affaire. Une trentaine de personnes sont concernées. Il y a des ministres, il y a des hommes militaires, des hauts gradés. Il y a des personnalités économiques également. La femme de Mahamadou avait été incarcérée et jouit désormais d'une liberté provisoire, ainsi que d'autres personnes d'ailleurs. Et Mahamadou est réfugié en France et place cette affaire sur le terrain strictement politique, considérant évidemment qu'il est plutôt qu'il est victime d'une cabale politique ou politicienne. Lui parle de procès politique très clairement. Alors il faut savoir que les prévenus sont accusés de supposition d'enfants dans le cadre d'un trafic régional. Or, selon certains avocats de la défense, c'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui, il n'y a ni victime, ni plaignant. Même le Nigeria où se seraient produits les faits n'a pas porté plainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dossier vide aujourd'hui? Alors ça, c'est la version évidemment de la défense, qui est une version évidemment qui sera prise en compte pendant le procès. Et puis il y a la version, je dirais, de la justice nigérienne, qui considère que des enquêtes ont été menées au Nigeria, que des usines à bébés ont été donc trouvées au Nigeria. On a même identifié une personne qui servait, une dame, une burkinabé, qui servait d'intermédiaire entre ces usines à bébés du Nigeria et des personnes qui étaient des clients potentiels au Niger. On dit que c'est une certaine bourgeoisie nigérienne qui est essentiellement concernée, des femmes qui évidemment avaient des difficultés à procréer et qui donc faisaient appel à ces fournisseurs de bébés installés au Nigeria. Pour la justice nigérienne, les enquêtes ont été menées, ces usines ont été identifiées, les personnes également aujourd'hui inculpés sont parfaitement identifiés. La question, au fond, pour la justice sera de déterminer quels sont, je dirais, les niveaux de responsabilité et si effectivement il y a eu trafic ou pas. La question est essentielle. Ça va être difficile pour Mahamadou. Il a été reçu par le Journal de l'Afrique à France 24 il y a à peu près un mois. Il vit en exil en France. Comment ça peut se passer? Il y a évidemment d'énormes enjeux en coulisses. On pense à la présidentielle qui va avoir lieu en 2016. La présidentielle de 2016, pour laquelle Mahamadou s'est déjà déclaré candidat et considère d'ailleurs qu'il peut mener un combat, ce combat-là, à partir de son lieu d'exil. Mais il est vrai que si la justice nigérienne ou les autorités nigériennes s'en tiennent à la version, je dirais, strictement judiciaire de cette affaire, il y a fort à craindre pour Mahamadou que son exil dure longtemps. Merci beaucoup Francis Laloupeau d'avoir été notre invité. Merci pour cet éclairage à l'heure où donc s'est ouvert ce procès, un procès immédiatement renvoyé, je vous le rappelle, au 15 janvier.
Une marche arrière à présent de la justice kenyane. Plusieurs articles clés de la nouvelle loi antiterroriste ont été suspendus. 8 sections considérées comme un risque pour les droits de l'homme. Le texte controversé avait été adopté après les attaques des islamistes Shebab sur le pays. Il rallongeait notamment la période de garde à vue, les peines de prison et facilitait les écoutes téléphoniques. Georges Lédric. La loi avait provoqué la colère de l'opposition kenyane. Dans un parlement survolté, les députés en étaient presque venus aux mains, certains déchirant les textes d'une nouvelle loi antiterroriste jugée ultra répressive. Parmi les articles controversés et suspendus par la Haute Cour de justice, la possibilité de recourir facilement à des écoutes téléphoniques. La possibilité également d'emprisonner des journalistes pendant 3 ans si leurs articles gênent les opérations en cours. Enfin, le nombre de réfugiés ne sera finalement pas limité à 150 000, un plafond qui visait en priorité les 600 000 Somaliens réfugiés au Kenya. Grandement impliqué dans la force d'intervention africaine qui tente de ramener l'ordre en Somalie voisine, le Kenya subit depuis quelques années un nombre croissant d'attaques terroristes. Des attaques revendiquées par les islamistes Shebab. L'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi avait marqué les esprits en 2013. Le mois dernier, 60 personnes étaient forcées de descendre d'un bus puis exécutées dans le nord du pays. Inquiète, une partie de la population réclamait davantage de fermeté. L'opposition dénonçait, elle, le retour à un État policier. La Haute Cour de justice a estimé que la guerre contre le terrorisme ne devait pas limiter les libertés fondamentales. Un comité devra maintenant se prononcer sur l'ensemble du texte. Les drames décidément se succèdent au large de l'Italie. Un nouveau cargo à la dérive a encore contraint la marine militaire à intervenir. Le navire, destiné au transport d'animaux, avait été abandonné par son équipage. Il transportait pourtant quelques 450 migrants. Une odyssée qui vient évidemment rappeler l'opération d'il y a 2 jours ayant sauvé près de 800 clandestins. Georges Lédric. Sur ces images de l'armée italienne, un garde-côte est difficilement élitreuillé sur le pont d'un cargo. La fin d'un horrible suspense pour les 450 migrants qui étaient à son bord. Des femmes et des hommes livrés à eux-mêmes, abandonnés par l'équipage en pleine tempête. Repéré au large de Crotone, le navire dérivait, stoppé par une panne des machines. Le scénario rappelle celui intervenu dans la même zone il y a seulement 2 jours. Le Blue Sky M transportait 760 clandestins, eux aussi abandonnés par l'équipage. Des migrants qui racontent leur calvaire. Vous voyez le nombre de personnes en bas et comment les gens sont installés. On a vraiment affronté la mort pendant 7 jours. Imaginez 700 personnes là entassées dans la cale en pleine tempête. J'étais terrifiée. J'avais l'impression que ma vie était menacée. Et je me suis même dit, ça y est, stop, on va mourir. 2 jours avant, un incendie à bord du Norman Atlantic tuait une dizaine de personnes dans les eaux albanaises. Un bilan provisoire qui exclut pour le moment les clandestins qui étaient probablement à bord. 2014 a été une année record en termes de migration. La plupart des clandestins fuyant l'Afrique et le Moyen-Orient pour l'Europe. Au total, plus de 170 000 personnes ont été secourues par l'Italie ces 14 derniers mois. Et pour faire le point sur cette nouvelle opération, on va retrouver tout de suite en direct de Crotone l'envoyé spécial de France 2, Arnaud Boutet. Bonjour Arnaud. Qu'en est-il exactement? Quelles sont les dernières informations dont vous disposiez? Alors je me trouve actuellement sur l'immense parking, non de Crotone, mais de Corigliano en Calabre, c'est à côté, où je peux vous dire qu'en ce moment les hommes de la protection civile installent des tentes médicalisées. Plusieurs dizaines de médecins, des secouristes, des pompiers seront à pied d'œuvre pour accueillir aux alentours de 22h30 les 450 migrants avec des contrôles sanitaires, des questionnements et bien sûr les premiers soins. Puis tous ces hommes et ces femmes prendront la route à bord d'une dizaine d'autocars direction les centres d'accueil dispersés dans toute l'Italie. Donc ce soir, personne ne dormira ici à Corigliano. Décidément, on serait tenté de dire, Arnaud, la marine italienne ces derniers jours n'a pas chômé. Oui, 2 interventions périlleuses en quelques heures à peine, puisque vous l'avez entendu tout à l'heure, mardi soir, c'était le Blue Sky avec plus de 700 migrants, ce cargo sans équipage, moteur bloqué, qui filait droit vers les rochers et que les Italiens sont parvenus à sauver de la catastrophe. Et maintenant, voilà les Adines, autre bateau avec machine en panne, sans courant, pas de lumière à bord, nous dit-on. Il est tiré par un remorqueur dans une mer démontée.
La fin du calvaire est pour dans quelques heures, on l'espère. Les Italiens redoutent en revanche cette fameuse loi des séries avec le risque d'un autre navire de migrants qui pourrait arriver sur leur côte dans quelques jours ou dans quelques semaines. Arnaud Moutet, merci pour ces dernières précisions. L'Italie qui a vu par ailleurs arriver ce matin l'épave du Norman Atlantic, le ferry qui reliait la Grèce à l'Italie est arrivé au port de Brindisi. Le bâtiment s'est immobilisé pour permettre aux autorités maritimes et judiciaires de l'examiner. Et les autorités redoutent de trouver de nouvelles victimes dans les profondeurs du navire où l'incendie s'était déclenché. C'était au niveau du garage des véhicules. La liste exacte des passagers demeure toujours une énigme. Il est le premier invité de l'Élysée en 2015. Nicolas Hulot est reçu cet après-midi par François Hollande au palais présidentiel. Un choix plus que symbolique, le chef de l'État l'a promis lors de ses vœux. Cette année sera écologique. Eh bien, en recevant son envoyé spécial pour la protection de la planète, le président entend montrer ainsi qu'il est à pied d'œuvre en vue de la conférence environnementale de décembre. Un temps fort imprévu, vous le savez, à Paris. Le mauvais temps empêche toujours la reprise des opérations de recherche en mer de Java. Une fois relancées, elles se concentreront sur les fonds marins où l'on a peut-être repéré l'épave. Les enquêteurs du BEA français sont arrivés sur place avec eux d'importants moyens acoustiques qui pourraient permettre de retrouver les boîtes noires. En attendant, on procède toujours à l'identification des 30 dépouilles déjà retrouvées. Julien Cheida. Dans ce véhicule, les premiers corps des victimes. Viennent ensuite les familles pour l'identification. Beaucoup sont dans l'incertitude. Mon fils et son épouse se rendaient à Singapour pour un long week-end. Je ne sais pas si leur corps se trouve parmi ceux qui viennent d'arriver. Les autorités ne nous donnent aucune information. La première inhumation a eu lieu jeudi. Une jeune femme indonésienne de 39 ans. Seule une quinzaine de corps sur les 162 passagers du vol AirAsia ont été retrouvés. Les autorités indonésiennes veulent accélérer les recherches, mais le mauvais temps en mer de Java complique leur tâche. Malheureusement, la météo est mauvaise avec des vents très forts et des vagues de plusieurs mètres près du site où l'avion s'est crashé. Alors il faut qu'on attende de meilleures conditions pour travailler. 2 enquêteurs français du bureau Enquête et Analyse doivent participer aux recherches pour localiser l'épave de l'avion. D'après les premiers éléments, celle-ci se trouverait par 30 mètres de profondeur au large de l'île de Bornéo. L'Airbus A320 disparu dimanche devait relier la ville de Surabaya à Singapour. C'est une légende qui va quitter Liverpool. Steven Gerrard, capitaine emblématique, enfant chéri du club de la Mersey, a annoncé qu'il allait quitter les Reds à la fin de son contrat qui court jusqu'à juin prochain. Il ne devrait pas pour autant raccrocher les crampons. Son portrait tout de suite, il est signé Ludovic de Foucault. Entre Steven Gerrard et Liverpool, c'est à la vie, à la mort. Le numéro 8 du club de la Mersey, capitaine des Reds depuis 2003, a annoncé vendredi qu'il ne renouvellerait pas son contrat. C'est la décision la plus difficile de ma vie. Je vais continuer à jouer au football, mais même si je ne peux pas confirmer où ce sera, je peux déjà dire que ce ne sera pas dans un club en compétition et je ne serai donc jamais aligné contre Liverpool. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais envisager. Steven Gerrard est né dans la banlieue de Liverpool. Il rentre au club à l'âge de 8 ans. En tout, il en aura passé 17 chez les Reds. 695 matchs pour 180 buts et un palmarès bien rempli avec, au pinacle, cette Ligue des Champions 2005 arrachée au bout du suspense contre le Grand Milan AC. Il y eut aussi une Coupe de l'UEFA, 2 Supercoupes de l'UEFA, 2 Coupes d'Angleterre, 3 League Cup et 2 Community Shields. Manque un titre de champion d'Angleterre qui fuit Liverpool depuis 1988, mais les fans des Reds n'en tiendront pas rigueur à leur capitaine. Steven Gerrard, l'âme de Liverpool, 34 ans, s'en va, mais peut-être pas pour longtemps. Il a déjà indiqué qu'après avoir raccroché les crampons, il aimerait revenir dans son club pour l'aider autrement. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.